Le silence s'est abattu sur l'entrepôt lorsque la voix de Howard Bennett a résonné sur les murs en béton. Vous êtes viré, Cooper. Dégagez de ma vue. Raymond restait là, debout, les pieds dans une flaque d'eau de pluie, sa chemise encore humide du sang de quelqu'un d'autre. Ses mains n'arrêtaient pas de trembler. 20 minutes plus tôt, il tenait la tête d'une femme enceinte sur ses genoux, pressant sa veste contre son ventre ensanglanté, lui murmurant que les secours arrivaient. À présent, ses collègues regardaient en silence, stupéfaits, leur supérieur, l'homme qui avait couvert leur quart de travail, qui leur avait prêté de l'argent qu'ils n'avaient pas, qui n'avait jamais été en retard en 7 ans, se faire démolir devant tout le monde. Howard était rouge de colère. Je me fiche que le pape lui-même soit en train de mourir. Vous arrivez à l'heure où vous ne venez pas du tout. Mais Howard ne savait pas qui Raymond avait sauvé ce matin-là. Et il n'avait aucune idée que sa décision lui coûterait tout. Parfois, la gentillesse finit par revenir et parfois, elle apporte la justice avec elle. Raymond Cooper avait toujours cru que les routines matinales empêchaient la vie de s'effondrer. À 5h30 chaque matin, il se réveillait dans le petit appartement de 2 chambres qu'il partageait avec son fils de 8 ans, Lucas. Le réveil sonnait et il l'éteignait avant qu'il ne réveille le garçon qui dormait dans la chambre voisine. Il préparait le café dans la même tasse ébréchée qu'il possédait depuis 10 ans, préparait le déjeuner de Lucas avec les provisions qu'il pouvait s'offrir cette semaine-là et disposait les vêtements de l'école du garçon sur la chaise près de son lit. À 6h45, il embrassait Lucas et sortait pour faire les 20 minutes de route jusqu'au centre de distribution de Riverside. 7 ans. C'était depuis 7 ans que Raymond travaillait à l'entrepôt. 7 ans à arriver 15 minutes en avance, à ne jamais se faire porter malade, à rester tard lorsque les expéditions prenaient du retard. Il avait commencé comme manutentionnaire, chargeant des camions sous la chaleur estivale et le froid hivernal. Mais Raymond avait quelque chose que la plupart des gens n'avaient pas. Il était attentif. Il avait appris le système d'inventaire, mémorisé les itinéraires d'expédition et trouvé comment organiser la zone de chargement pour que les camions puissent faire demi-tour 30 minutes plus vite. Lorsque l'ancien superviseur avait pris sa retraite, le directeur régional avait promu Raymond sans hésiter. Ses collègues le respectaient, non pas parce qu'il donnait des ordres, mais parce qu'il ne leur avait jamais demandé de faire quelque chose qu'il ne ferait pas lui-même. Le matin où tout s'est effondré a commencé comme tous les autres. Raymond a déposé Lucas à l'école, regardant dans le rétroviseur la petite silhouette de son fils disparaître derrière les doubles portes de l'école primaire Lincoln. Le garçon avait les cheveux bruns de sa mère et sa manière discrète d'observer le monde avant de parler. Angela était partie depuis 3 ans maintenant. Un conducteur ivre, un mardi après-midi, s'en était assuré. Raymond a quitté le parking de l'école et s'est dirigé vers l'autoroute. Le ciel était chargé de nuages qui promettaient de la pluie. Il jeta un coup d'œil à l'horloge du tableau de bord. 6h52, il avait largement le temps. C'est alors qu'il la vit. Une femme debout sur le trottoir près de l'arrêt de bus. Une main appuyée contre le mur de briques d'une boutique fermée, l'autre serrant son ventre gonflé. Même de loin, Raymond pouvait voir que quelque chose n'allait pas. Elle n'attendait pas le bus, elle était pliée en deux, le visage déformé par la douleur. Il ralentit le camion, l'observant à travers le pare-brise strié de pluie. D'autres voitures passaient sans s'arrêter. Les gens marchaient, leurs parapluies inclinés contre la bruine, les yeux fixés sur leur téléphone. Les genoux de la femme se dérobèrent, et elle glissa le long du mur. Raymond se gara. Il ne pensa pas à l'heure, à son emploi du temps, ou à la politique d'Howard en matière d'assiduité. Il agit simplement. La pluie s'était intensifiée lorsqu'il arriva près d'elle. Des gouttes froides imprégnaient sa chemise de travail. De près, il pouvait voir le sang suinter à travers son pantalon de survêtement gris, sombre et s'étalant. Son visage était pâle, ses lèvres tremblaient. Elle ne devait pas avoir plus de 25 ans. Ses yeux rencontrèrent les siens, écarquillés de peur. « S'il vous plaît, murmura-t-elle, quelque chose ne va pas. Je crois que je vais perdre le bébé. » Les mains de Raymond bougèrent instinctivement. Il aida la femme à monter dans son camion, son bras autour de ses épaules, la guidant avec précaution. Elle tremblait si fort qu'il pouvait le sentir à travers sa chemise trempée. Il attrapa la couverture de secours derrière le siège et l'enveloppa dedans. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il, la voix calme malgré son cœur qui battait à toute rompre. « Valérie » parvint-elle à répondre entre deux halètements. « Valerie Hutchinson. »
Il entra l'adresse de l'hôpital le plus proche dans son téléphone et appuya sur l'accélérateur plus fort qu'il n'aurait dû. « Vous n'êtes pas seul, lui dit-il. Les secours arrivent. Tenez bon. » Il grilla 2 feux rouges et prit un virage si rapide que ses pneus crissèrent. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée des urgences, il porta Valérie à travers les portes automatiques en criant à l'aide. Le personnel hospitalier se précipita vers eux avec un fauteuil roulant et des questions urgentes. Avant qu'il ne l'emmène, Valérie lui saisit le poignet. Sa poigne était étonnamment forte. « Merci, dit-elle, la voix brisée. Vous nous avez sauvés. » Une infirmière lui demanda s'il voulait laisser ses coordonnées au cas où Valérie aurait besoin de le contacter plus tard. Raymond griffonna son nom et son numéro de téléphone sur le formulaire, puis retourna à son camion. Ses mains tremblaient encore lorsqu'il regarda l'horloge du tableau de bord. 7h43. Il était en retard. Raymond prit son téléphone et appela l'entrepôt. La sonnerie retentit 4 fois avant que quelqu'un ne décroche. Distribution Riverside. Une voix dit que c'était Marcus Chen, l'un des employés de l'entrepôt. « Marcus, c'est Raymond. Tu dois dire à Howard que je suis en retard. » Il y a eu une urgence. La voix de Marcus se réduisit à un murmure. « Mec, il est déjà énervé. Il demande où tu es depuis 7h30. Tu sais comment il est. » Raymond ferma les yeux. « Je serai là dans 15 minutes. Dis-lui juste que je suis en route. » Le trajet du retour lui sembla plus long que d'habitude. La pluie martelait le pare-brise et l'esprit de Raymond repassait en boucle l'image du visage pâle de Valérie, le sang sur ses vêtements, le désespoir dans sa voix. Il avait fait ce qu'il fallait. Il en était convaincu. Mais il savait aussi que Howard Bennett se moquait du bien et du mal. Raymond avait reçu 2 avertissements au cours des 6 derniers mois. Une fois pour être parti plus tôt lorsque l'école de Lucas avait appelé, et une fois pour avoir eu 10 minutes de retard parce que son camion ne démarrait pas. Howard avait clairement fait comprendre qu'il n'y aurait pas de 3e chance. Lorsque Raymond franchit l'entrée de l'entrepôt à 8h05, tout l'étage se tut. Les 40 ouvriers en chemise bleu marine arrêtèrent leur travail et se retournèrent pour le regarder. Howard Bennett se tenait au centre du quai de chargement, les bras croisés sur son torse imposant, le visage couleur steak saignant. C'était un homme corpulent. La cinquantaine, le crâne rasé et une voix qui pouvait porter à travers un terrain de football. Il était responsable de l'entrepôt depuis 2 ans et dirigeait les opérations comme une armée. Aucune exception, aucune excuse, aucune pitié. Cooper. La voix de Howard résonna dans les poutres métalliques. « Tu as du culot de te pointer maintenant. » Raymond s'avança vers lui, ses chaussures mouillées crissant sur le béton. « Howard, je peux t'expliquer. » Mais Howard n'était pas intéressé par les explications. Il s'avança, la mâchoire serrée. « Tu penses que les règles ne s'appliquent pas à toi? Tu penses que parce que tu es ici depuis quelques années, tu peux débarquer quand bon te semble? » Raymond eut la gorge serrée. Il y avait une femme qui saignait sur le trottoir. Elle était enceinte. Je devais l'emmener à l'hôpital. Pendant un instant, quelque chose passa sur le visage d'Howard. De la surprise peut-être, ou de l'inconfort, mais cela disparut aussi vite que cela était apparu. « Ce n'est pas mon problème, dit Howard. Tu as un téléphone? Vous auriez pu appeler le 911 comme une personne normale. » Raymond sentit la chaleur monter dans sa poitrine. Elle avait besoin d'aide immédiatement. Il n'y avait pas de temps à perdre. Howard l'interrompit d'un rire sec. « Il y a toujours le temps de suivre la procédure, Cooper. Mais vous ne comprenez pas ça, n'est-ce pas? Vous vous croyez spécial. Vous vous croyez un héros. » Il se tourna vers l'ensemble de l'entrepôt. « Que cela vous serve de leçon à tous. Je me fiche de vos histoires à la sable. Je me fiche que votre grand-mère soit en train de mourir ou que votre voiture soit en feu. Vous arrivez à l'heure où vous ne venez pas du tout. » Il se retourna vers Raymond. « Vous êtes viré, Cooper. Hors de ma vue. » Ces mots frappèrent Raymond comme un coup physique. Ses collègues restèrent figés. Personne ne parla. Personne ne bougea. Raymond vit le visage de Marcus déformé par la colère. Il vit Jenny Rodriguez se couvrir la bouche avec la main. C'étaient des gens avec lesquels Raymond avait travaillé pendant des années, des gens qu'il avait aidés et sur lesquels il avait compté. Et maintenant, il le regardait se faire humilier parce qu'il avait sauvé la vie d'une femme. Raymond serra les poings, mais il garda un ton calme. « Vous faites une erreur, Howard. » Howard sourit narquoisement. « La seule erreur ici, c'est la vôtre. Maintenant, sortez avant que j'appelle la sécurité. » Raymond ne discuta pas. Il se dirigea vers le petit bureau,
prit sa veste et son thermos et retraversa l'entrepôt. Alors qu'il passait, Marcus tendit la main et lui saisit l'épaule. « C'est n'importe quoi, mec, » dit Marcus à voix basse. « On le sait tous. » Raymond acquiesça, mais ne se sentit pas capable de parler. Alors il continua à marcher à travers la zone de chargement, passa devant les rangées de palettes empilées et sortit sous la pluie qui continuait de tomber sans discontinuer du ciel gris. Il resta longtemps assis dans son camion, le front appuyé contre le volant. L'esprit de Raymond passait en revue les problèmes immédiats. Il avait 800 $ sur son compte courant. Le loyer était dû dans 2 semaines, 950 $. Il fallait faire les courses, payer les factures, et Luca avait besoin de nouvelles chaussures. Sans son emploi à l'entrepôt, Raymond n'avait plus d'assurance maladie, plus de salaire régulier, plus de filets de sécurité. Il vivait au jour le jour depuis 3 ans. Depuis la mort d'Angela, il devait payer les frais médicaux et les frais funéraires. Mais au-delà des problèmes d'argent, il y avait autre chose, un sentiment écrasant d'injustice. Il avait fait ce qu'il fallait. Il avait aidé quelqu'un qui en avait désespérément besoin. Et sa récompense était le chômage et l'humiliation publique. Raymond pensait à Luca, au fait de devoir expliquer à son fils pourquoi papa n'avait plus de travail. Le garçon portait déjà un fardeau trop lourd pour un enfant de 8 ans. Et maintenant, Raymond allait devoir lui dire que les choses allaient devenir encore plus difficiles. Le téléphone sonna plus tard dans l'après-midi. Raymond faillit ne pas répondre, mais quelque chose le poussa à décrocher. « Monsieur Cooper, » dit une voix féminine, professionnelle et polie. « Je suis Jennifer Krause, de Henderson Logistics. Votre nom a été cité comme référence par l'un de nos employés. Auriez-vous un moment? » Raymond resta bouche bée. « Je pense qu'il y a une erreur, dit-il. Qui est cet employé? » Il y eut un silence. « Valerie Hutchinson. Elle vous a désigné comme contact d'urgence. » Raymond retint son souffle. « Est-ce qu'elle va bien? Le bébé? » La voix de Jennifer s'adoucit. « Ils vont tous les deux très bien. Madame Hutchinson m'a demandé de vous retrouver pour m'assurer que vous soyez au courant. Elle voulait vous remercier comme il se doit. » Raymond s'assit lourdement. « Qui est-elle? » Jennifer hésita. « Madame Hutchinson est la PDG de Henderson Logistics. Nous sommes propriétaires du centre de distribution où vous travaillez ou travaillez. Elle m'a raconté ce qui s'est passé ce matin, ce que vous avez fait pour elle et ce qui s'est passé quand vous êtes arrivé au travail. Monsieur Cooper, Madame Hutchinson aimerait vous rencontrer en personne. Seriez-vous disponible demain après-midi? » Raymond accepta, car il ne savait pas quoi faire d'autre. Ce soir-là, il alla chercher Lucas à l'école et prépara des spaghettis pour le dîner. Lucas lui raconta sa journée, et Raymond essaya de l'écouter, essaya de se concentrer sur le visage animé de son fils. Lorsque Lucas lui a demandé si quelque chose n'allait pas, Raymond a esquissé un sourire. « Juste une longue journée, mon grand. Rien d'inquiétant. » Plus tard, après que Lucas se soit endormi, Raymond s'est assis à la table de la cuisine et a consulté les offres d'emploi. Il a pensé à son rendez-vous avec Valerie Hutchinson. Il n'avait aucune idée de ce qu'elle voulait. Peut-être se sentait-elle coupable. Si elle lui proposait son aide, il l'accepterait. Il ne pouvait pas se permettre d'être fier. L'après-midi suivant, Raymond enfila sa seule chemise habillée et se rendit en voiture au siège social de Henderson Logistics, dans le centre-ville. Le bâtiment était entièrement en verre et en acier. Ses 20 étages rutilants lui donnaient l'impression d'être petit et déplacé. Une réceptionniste vérifia son nom et lui remit un badge visiteur. « 21e étage », dit-elle. Le trajet en ascenseur lui sembla interminable. Raymond ne savait pas à quoi s'attendre. Il n'avait jamais rencontré de PDG auparavant. L'assistante de Valerie Hutchinson l'accueillit lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et le conduisit dans un couloir menant à un bureau qui surplombait la ville. Et là, debout près de la fenêtre, une main posée sur son ventre, se tenait Valerie. Elle avait l'air différente de celle qu'il avait vue sur le trottoir, vêtue d'un tailleur gris anthracite, les cheveux noirs tirés en arrière, l'air confiant. Mais lorsqu'elle se retourna et vit Raymond, son masque professionnel se fissura et ses yeux se remplirent de larmes. « Monsieur Cooper, » dit-elle d'une voix chargée d'émotion, « je ne sais même pas par où commencer. » Elle traversa la pièce et le serra dans ses bras. Elle pleurait maintenant. « Vous avez sauvé mon bébé, » murmura-t-elle. « Le médecin a dit que si j'avais attendu ne serait-ce que 10 minutes de plus, je l'aurais peut-être perdu. Vous nous avez sauvés toutes les deux. » Elle s'écarta et s'essuya les yeux. « Je suis désolée.
Je suis bouleversé depuis hier. Raymond ne savait pas quoi dire. Je suis juste content que vous alliez bien, tous les deux. Valérie désigna les chaises près de son bureau. J'ai appris ce qui s'était passé quand vous êtes arrivé au travail, dit-elle, le regard dur. Je sais que Howard Bennett vous a licencié devant toute votre équipe et je sais pourquoi vous étiez en retard. Elle se pencha en avant. Ce que tu as fait pour moi n'était pas seulement gentil, c'était extraordinaire. Tu as risqué ton emploi, ton gagne-pain, pour aider une parfaite inconnue. Et au lieu d'être remercié, tu as été puni pour cela. Raymond se tortilla sur sa chaise. J'apprécie que tu dises cela, mais je n'attends rien en retour. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. Valérie secoua fermement la tête. C'est là que tu te trompes. La plupart des gens ne se seraient pas arrêtés. Je repense sans cesse à ce matin-là et à toutes les voitures qui sont passées sans s'arrêter, à toutes ces personnes qui ont détourné le regard. Vous êtes le seul à vous être arrêté. Elle marqua une pause. Je veux réparer cette injustice. Je veux vous offrir votre poste avec une promotion et une augmentation de salaire significative. Mais avant d'en parler, je dois vous dire quelque chose au sujet d'Howard Bennett. Elle ouvrit un dossier sur son bureau et le fit glisser vers Raymond. À l'intérieur se trouvaient des emails, des rapports financiers et des plaintes d'employés. Après avoir appris ce qui vous était arrivé, j'ai demandé à notre service des ressources humaines de sortir le dossier d'Howard. Ce que j'ai découvert était troublant. Au cours des 2 dernières années, 17 plaintes officielles ont été déposées contre lui. Violence verbale, discrimination, représailles, création d'un environnement de travail hostile. Chaque plainte a été rejetée ou étouffée par son supérieur, Gerald Foster, qui se trouve être le beau-frère d'Howard. Valerie serra les mâchoires. En plus de cela, il y a des irrégularités financières. Howard a détourné des fonds du budget de l'entrepôt, falsifié des rapports d'heures supplémentaires et approuvé des paiements à des fournisseurs qui n'existent pas. Raymond fixa les documents. Il savait que Howard était un tyran, mais il ne l'avait jamais soupçonné de vol. Pourquoi personne n'a rien remarqué avant? Valerie soupira. Parce que je faisais confiance à mes subordonnés pour faire leur travail. Gerald Foster était censé superviser les opérations de l'entrepôt, mais il protégeait son beau-frère. Il a fallu votre situation pour que je regarde de plus près. Elle ferma le dossier. Je vais licencier Howard Bennett, non seulement pour ce qu'il vous a fait, mais pour tout ce qu'il a fait, et Gerald Foster aussi. Mais avant cela, je veux m'assurer que vous ne serez pas lésé. Raymond ressentit du soulagement, une certaine justification et quelque chose qui s'apparentait à de l'espoir. Que me proposez-vous? Valerie sourit. Je veux que vous reveniez en tant que directeur des opérations à Riverside. C'est 2 échelons au-dessus de votre ancien poste. Vous superviseriez l'ensemble des opérations logistiques de ce site. Gestion des stocks, coordination des expéditions, développement du personnel. Le salaire est de 75 000 $ par an, avec tous les avantages sociaux et une prime à la signature pour compenser le temps où vous n'avez pas travaillé. Elle fit une pause. Je sais que c'est un grand saut, mais d'après tout ce que j'ai entendu, vous êtes plus que compétent. Votre équipe vous respecte. Vous connaissez le travail sur le bout des doigts et, surtout, vous êtes intègre. Raymond était sous le choc. 75 000 $. C'était plus du double de ce qu'il gagnait auparavant. C'était suffisant pour déménager dans un quartier plus agréable, pour ne plus vivre au bord du gouffre financier. Pourquoi moi? Demanda-t-il. Vous pourriez embaucher quelqu'un avec un diplôme universitaire, quelqu'un avec de l'expérience en gestion. Valérie se pencha en arrière. Les diplômes et les CV ne me disent pas quel genre de personne est-ce quelqu'un. Ce que vous avez fait hier matin m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur votre caractère. Vous avez fait passer la vie de quelqu'un d'autre avant vos propres intérêts. C'est le genre de personne que je veux à la tête de mes équipes. Ils discutèrent pendant encore 1 heure. Valérie lui expliqua le poste, les attentes, le soutien qu'elle lui apporterait. Elle lui a parlé de son parcours, de ses débuts dans la comptabilité et de son ascension, de la façon dont elle avait pris la direction de l'entreprise 3 ans plus tôt, de sa détermination à instaurer une culture d'entreprise qui valorise les personnes plutôt que les marges bénéficiaires. Raymond s'est senti détendu. Valérie était directe et honnête. En quittant son bureau, Raymond a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, de l'optimisme. Mais il restait encore le problème d'Howard Bennett. Valérie dit à Raymond qu'elle s'en occuperait personnellement et qu'elle voulait qu'il soit présent.
Je veux que votre équipe comprenne que les actes ont des conséquences, dit-elle. Je veux qu'ils sachent que la gentillesse compte et que ceux qui abusent de leur pouvoir ne peuvent le conserver. Raymond accepta. Il comprenait pourquoi Valérie voulait qu'il soit présent. Il ne s'agissait pas seulement de lui, mais de tous ceux qui avaient été maltraités par Howard. 3 jours plus tard, Valérie convoqua une réunion de tout le personnel à l'entrepôt de Riverside. La rumeur s'était répandue qu'un événement important allait se produire, et le quai de chargement était bondé de travailleurs lorsque Raymond arriva. En entrant dans l'entrepôt avec Valérie à ses côtés, Raymond sentit le poids de dizaines de regards posés sur lui. Marcus Chen croisa son regard et lui fit un signe de tête discret. Howard Bennett se tenait près de l'avant, les bras croisés, n'ayant manifestement aucune idée de ce qui allait se passer. Gerald Foster se tenait à côté de lui, tout aussi perplexe. Valerie monta sur une petite estrade. Elle portait un tailleur bleu marine et des talons hauts, et sa présence attira immédiatement l'attention. « Bonjour à tous », commença-t-elle. « Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valerie Hutchinson et je suis la PDG de Henderson Logistics. Je suis ici aujourd'hui parce que je dois aborder un problème grave qui a été porté à mon attention. » L'entrepôt devint complètement silencieux. Valerie poursuivit. « Il y a 5 jours, un homme nommé Raymond Cooper a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a vu une femme en détresse sur le bord de la route et s'est arrêté pour l'aider. Cette femme, c'était moi. » Une vague de surprise parcourut la foule. Valerie posa la main sur son ventre. J'étais enceinte de 7 mois et je faisais une hémorragie. Si Raymond ne s'était pas arrêté, s'il ne m'avait pas emmené à l'hôpital à ce moment-là, j'aurais perdu ma fille. Les médecins me l'ont dit plus tard. Raymond nous a sauvé la vie à toutes les deux. Le regard de Valerie balaya la foule, puis se posa sur Howard. Lorsque Raymond est arrivé au travail ce matin-là, il était en retard parce qu'il avait passé 30 minutes à s'assurer que j'étais en sécurité. Et au lieu d'être remercié pour son héroïsme, il avait été humilié publiquement et licencié par son supérieur. Le visage d'Howard était passé du rouge au blanc. La voix de Valérie s'était durcie. Au cours de la semaine dernière, j'ai examiné les pratiques de gestion de cet établissement. Ce que j'ai découvert est inacceptable. 17 plaintes officielles pour harcèlement au travail, toutes ignorées. Des irrégularités financières qui suggèrent un vol. Une série de représailles contre les employés qui ont osé s'exprimer. Elle tourna toute son attention vers Howard. « Howard Bennett, vous êtes licencié. À compter de maintenant. La sécurité vous escortera hors du bâtiment. Gerald Foster, vous êtes également licencié pour avoir manqué à vos responsabilités de supervision et pour avoir couvert des fautes professionnelles. » Howard ouvrit et ferma la bouche. « Vous ne pouvez pas faire ça, » finit-il par bredouiller. « Je travaille dans cette entreprise depuis 12 ans. » Valérie l'interrompit. « Et pendant ces 12 années, vous avez créé un environnement toxique et enfreint à plusieurs reprises la politique de l'entreprise. Je peux tout à fait de faire ça, et je le fais. » 2 agents de sécurité apparurent. Howard regarda autour de lui avec affolement, comme s'il cherchait des alliés, mais personne ne bougea pour l'aider. Raymond regarda l'homme qui l'avait licencié être emmené, le visage empreint d'un mélange de fureur et d'incrédulité. Gerald Foster partit sans un mot, les épaules voûtées. Une fois qu'ils furent partis, Valérie se tourna vers les employés rassemblés. « Je tiens à être clair sur un point. Cette entreprise valorise l'intégrité, la compassion et le respect. Ce ne sont pas seulement des mots dans une déclaration de mission. Ce sont des principes que nous allons respecter. » Puis elle fit signe à Raymond. « Venez ici, s'il vous plaît. » Le cœur de Raymond battait à toute rompre lorsqu'il monta sur l'estrade. Valérie lui sourit, puis s'adressa à nouveau à tout le monde. « Raymond Cooper sera votre nouveau directeur des opérations. Il a mérité ce poste non seulement grâce à ses années de travail acharné et de dévouement, mais aussi grâce à sa personnalité. C'est le genre de leader que je veux pour représenter cette entreprise. » Elle se tourna vers Raymond. « Je sais que vous essayez simplement de faire ce qui était juste, mais ce que vous avez fait était important. C'était important pour moi et cela devrait être important pour nous tous. » Les applaudissements commencèrent lentement. Marcus Chen fut le premier à applaudir, ses grandes mains produisant un son rythmé et net. Puis Jenny se joignit à lui et, en quelques secondes, tout l'entrepôt applaudissait. Certaines personnes sifflaient. Raymond vit des larmes sur plusieurs visages. Il sentit sa gorge se serrer. Il sentit les larmes lui piquer les yeux. Il essaya de les retenir. C'était plus qu'il n'avait espéré. Plus qu'il n'avait osé espérer. Valérie se pencha vers lui et lui dit doucement,
Tu mérites cela, n'en doute jamais. Après la réunion, les collègues de Raymond l'ont entouré. Marcus l'a serré dans ses bras. Howard était un sacré bonhomme. Nous sommes tous heureux qu'il soit parti. Jenny l'a également serré dans ses bras, pleurant ouvertement. Tu as toujours pris soin de nous. Il était temps que quelqu'un prenne soin de toi. La chaleur et le soutien de son équipe ont rempli Raymond d'une gratitude qu'il ne pouvait exprimer avec des mots. Les semaines suivantes ont été intenses. Raymond a emménagé dans le bureau du directeur des opérations, qu'il a fait repeindre et dont il a remplacé le mobilier. Valérie lui a assigné une mentor, Patricia Cole, qui travaillait dans la logistique depuis 30 ans. Elle lui a enseigné les systèmes de gestion, les structures hiérarchiques et les politiques d'entreprise qu'il devait maîtriser. Tu connais ce travail mieux que la plupart des gens qui ont des diplômes prestigieux, lui a dit Patricia. Ne laissez personne vous faire croire que vous n'avez pas votre place ici. Raymond s'est plongé dans son travail avec détermination. Il a étudié les rapports d'inventaire, appris à utiliser le logiciel de budgétisation et rencontré tous les services pour comprendre leurs défis. Mais il a également apporté des changements. Il a instauré une politique selon laquelle toute personne ayant une urgence familiale pouvait s'absenter sans pénalité, à condition d'en informer ses supérieurs. Il a créé une boîte à suggestions où les employés pouvaient en signaler anonymement des problèmes. Et il a lancé un programme de mentorat jumelant des employés expérimentés avec des nouveaux employés. Peu à peu, Raymond a senti l'atmosphère changer dans l'entrepôt. Les gens souriaient davantage. La tension qui existait sous la direction de Howard a commencé à s'atténuer. La productivité a même augmenté, non pas parce que Raymond poussait les gens à travailler plus dur, mais parce qu'il voulait faire du bon travail pour un patron qui les respectait. Il y avait encore des jours difficiles, mais Raymond gérait chaque défi avec patience, équité et une volonté de mettre la main à la pâte aux côtés de son équipe. À la maison, les choses changeaient également. Grâce à son nouveau salaire, Raymond a pu déménager dans un meilleur appartement, dans un quartier avec de bonnes écoles. Il était toujours modeste, 2 chambres, une petite cuisine, un salon baigné de soleil l'après-midi, mais il était propre et sûr, et Luca l'adorait. Le garçon avait désormais sa propre chambre avec de la place pour un bureau et des étagères. Ils n'étaient pas riches, mais leur situation était stable, et Raymond avait appris que la stabilité était une forme de richesse à part entière. Valérie prenait régulièrement de ses nouvelles, lui demandant toujours comment les choses allaient. Elle avait eu son bébé, une fille prénommée Rebecca. Elle est parfaite, écrivait Valérie dans un message. Et elle ne serait pas là sans toi. Raymond ne savait pas comment répondre à une telle gratitude, mais il apprenait à accepter que ce qu'il avait fait avait de l'importance. Ce choix, fait dans un moment de compassion, avait créé des répercussions qui avaient changé des vies. 6 mois après avoir été réembauché, Raymond a reçu une invitation à la conférence annuelle sur le leadership de Henderson Logistics. Elle se tenait dans un hôtel du centre-ville. 3 jours de réunion et de présentation. Raymond se sentait déplacé parmi les cadres raffinés, mais Valérie l'a trouvé lors de la réception d'ouverture et l'a présenté aux autres directeurs régionaux. Le 2e jour, elle lui a demandé de prendre la parole lors d'une table ronde sur la culture d'entreprise. Les mains de Raymond tremblaient lorsqu'il s'est tenu au podium. Mais lorsqu'il a commencé à parler de son expérience, de son licenciement pour avoir aidé quelqu'un, de la culture de la peur sous la direction de Howard, des changements qu'il avait mis en œuvre et des résultats qu'ils avaient produits, la salle est devenue silencieuse. Les gens se sont penchés en avant. Lorsqu'il a terminé, les applaudissements ont été sincères et soutenus. Après cela, plusieurs responsables se sont approchés de lui pour lui poser des questions. L'un d'eux lui a dit « Vous avez quelque chose que la plupart d'entre nous passent des années à essayer de développer. L'authenticité. Ne la perdez pas. » Un an après le jour qui a tout changé, Raymond se tenait dans l'entrepôt pendant le quart de nuit, regardant son équipe charger les camions. Le travail était le même, mais le sentiment était différent. Il y avait maintenant des rires, des conversations, le sentiment que les gens comptaient ici. Marcus lui fit signe de l'autre côté du quai de chargement. Jenny formait un nouvel employé. Raymond repensa au choix qu'il avait mené ici. Le choix de s'arrêter pour aider un inconnu. Le choix d'accepter l'offre de Valérie. Le choix de diriger avec bienveillance. Rien de tout cela n'avait été facile, mais son travail comptait pour des personnes réelles, avec des vies réelles. Son téléphone vibra, signalant un SMS de Lucas. « Papa,
Quand rentres-tu à la maison? Je veux te montrer mon projet de science. Raymond sourit et répondit. J'arrive bientôt, mon grand. J'ai hâte de le voir. Il jeta un dernier coup d'œil autour de lui dans l'entrepôt, puis se dirigea vers la sortie. L'air nocturne était frais et limpide. Raymond rentra chez lui en réfléchissant à la façon étrange et imprévisible dont la vie se déroulait. Un an auparavant, il était terrifié par l'avenir. Aujourd'hui, il avait une vie stable, un but et le respect des personnes qu'il admirait. Quand il entra dans l'appartement, Lucas l'attendait avec un panneau recouvert de schémas sur le cycle de l'eau. Le garçon se lança dans une explication enthousiaste, gesticulant avec ses mains. Raymond s'assit et écouta, posant des questions et l'encourageant. C'était cela qui comptait, pensa-t-il. Pas le titre de son poste ni son salaire. Cette soirée tranquille avec son fils. Ce sentiment d'être présent. Cette impression qu'ils construisaient quelque chose de bien ensemble. Plus tard, après que Lucas se fut couché, Raymond se tint près de la fenêtre et regarda la ville. Quelque part, Valérie était probablement en train de coucher Rebecca. Quelque part, ses anciens collègues vivaient leur vie, faisaient leurs propres choix. Le monde était vaste et compliqué, plein de gens qui luttaient pour faire de leur mieux. Raymond n'avait pas de grande sagesse à ce sujet. Il savait simplement que la gentillesse comptait, que le caractère comptait, que le fait d'être là pour les gens quand ils avaient besoin de vous pouvait tout changer. Parfois, la gentillesse vous revient et parfois, elle apporte la justice avec elle. Raymond avait appris cette leçon à travers la perte, la lutte et la lente reconstruction d'une vie. Mais il avait aussi appris autre chose, que le monde, malgré toute sa cruauté et son injustice, avait encore de la place pour des gens honnêtes, qui faisaient des choses honnêtes. Que la bonté n'était ni naïve ni faible. Qu'être là pour les autres quand ils avaient besoin de vous n'était pas seulement la bonne chose à faire, c'était la seule chose qui valait la peine d'être faite. Il finit de son café et regarda l'heure. Lucas allait bientôt se réveiller, titubant dans la cuisine avec ses cheveux emmêlés et une demande de crêpes. Raymond les ferait légèrement brûler sur les bords, comme d'habitude, et ils les mangeraient ensemble avant de commencer leur journée. Puis, ils se rendraient au travail où l'attendaient des défis et des opportunités, où les gens comptaient sur lui pour les diriger avec intégrité et compassion. C'était une belle vie. Pas parfaite, jamais parfaite, mais belle. Et Raymond avait appris que